messieurs, bonsoir. À la une de cette édition, le Mercosur a été suspendu mercredi par un vote des députés européens, mais la Commission n'a pas dit son dernier mot. Nous évoquerons ensuite la poursuite du long combat parlementaire contre les ZFE, ces zones qui restreignent les voitures anciennes dans les grandes zones urbaines. Et enfin, l'euthanasie aussi connaît un coup d'arrêt. Au Sénat, un article décisif de la proposition de loi sur la fin de vie a été écarté. Pas de répit pour les agriculteurs. Le Mercosur a été suspendu mercredi par un vote sur le fil du rasoir par les députés européens. Mais la Commission menace de passer en force. Édouard Chenot. Le suspense était à son comble, le scrutin s'annonçait serré. Finalement, hier 21 janvier, les eurodéputés ont voté la saisine de la Cour de justice de l'UE pour juger de la conformité du traité Mercosur avec les textes européens à 334 voix pour, 324 contre et 11 abstentions. Les 81 élus français ont d'ailleurs voté la motion, toutes formations politiques confondues. Concrètement, cette procédure judiciaire pourrait retarder le processus de ratification de 12 à 18 mois. Mobilisés depuis des semaines, les agriculteurs français ont éclaté de joie. Les opposants ont le sentiment d'avoir infligé un revers majeur à Ursula von der Leyen, qui avait qualifié d'historique le jour de la signature, le 17 janvier dernier, au Paraguay. Mais néanmoins, la Commission européenne pourrait décider d'appliquer provisoirement le traité. En effet, Bruxelles peut déclencher à tout moment l'application provisoire. Jusque-là, un arrangement institutionnel entre l'exécutif européen et le Parlement est souvent respecté. La Commission attend que les députés se prononcent avant d'avaliser une décision, sauf en cas de délai déraisonnable. Et c'est là que le bât blesse. En clair, si l'affaire s'éternise, eh bien Ursula von der Leyen pourra tout à fait passer en force. Alors, face à cela, l'économiste Philippe Murer, fondateur du mouvement politique citoyen, prévient que la victoire est loin, très loin d'être acquise. On peut s'attendre à tout. La Commission européenne a tout pouvoir, notamment celui de passer en force et de déclarer l'application immédiate du Mercosur avant même la décision de la Cour. Donc von der Leyen peut tout à fait le faire et c'est tout à fait son style de passer en force sans respecter les traités européens. Ajoutons un bémol. Comme cela peut être très mal perçu par l'opinion publique française qui est très énervée par ce traité, il y a une petite chance que von der Leyen temporise et attende la décision de la Cour et le vote du Parlement européen pour demander l'application du Mercosur. Mais il n'y a aucune certitude même d'un répit. Quant à une victoire finale devant la CJUE qui rejetterait l'accord du Mercosur, c'est peu probable car la Cour donne presque toujours raison à la Commission européenne. Et même si des clauses du traité étaient rejetées par la Cour, von der Leyen pourrait renégocier les clauses qui sont contraires au droit européen. Dans ce jeu de dupes sans fin, très compliqué, le Mercosur a de très faibles chances de ne pas passer. Rappelons que cet accord doit créer l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde entre l'UE, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay et permettre à l'Union d'exporter voitures, vins et spiritueux et faciliter l'entrée en Europe de viande, de sucre ou encore de soja sud-américain. Un deal vital pour une industrie germanique en berne du fait de la guerre en Ukraine, de la politique écologiste de l'UE et de la concurrence chinoise. Alors bien sûr, les Allemands sont depuis hier très mauvais perdants. Le chancelier allemand Friedrich Merz a immédiatement appelé à une application provisoire du texte. L'Allemagne s'impatiente, fustigeant une décision regrettable qui méjuge la situation géopolitique. Alors très clairement, l'Allemagne, qui a humilié la France sans vergogne en lui imposant le Mercosur pour vendre ses voitures en Amérique du Sud, le chancelier Merz a dit qu'il jugeait le Mercosur légal et demande son application immédiate. Rappelons que von der Leyen est une Allemande et qu'elle veut aussi le faire passer en force. Rappelons enfin qu'au groupe PPE, le groupe européen de von der Leyen, la loi martiale a été décrétée. Ce groupe est dirigé par un Allemand, Manfred Weber. Il sanctionnera tout eurodéputé qui vote la motion de censure pour faire tomber von der Leyen jeudi. Donc les Allemands mettent la pression maximale pour passer en force et faire appliquer immédiatement le Mercosur. Ils sont prêts à tout pour ça, leur industrie s'écroule et ils essayent de se rattraper aux branches. Est-ce que la peur de l'opinion publique française vent debout contre le Mercosur imposera aux Allemands de ne pas passer en force ? Rien n'est moins sûr. Maude Bergeon, porte-parole du gouvernement français, a indiqué qu'il s'agirait d'un viol démocratique si la Commission passait outre le vote du Parlement. Mais Philippe Murer refuse de faire confiance au gouvernement français. On ne peut faire confiance ni à Macron, ni au gouvernement de Macron. Parce que Macron ne défend jamais les intérêts de la France, il se soucie avant tout de l'Union européenne, on le sait.
Pour ne pas trop être en porte-à-faux avec les Français, Macron a navigué en disant oui ou non au Mercosur depuis 5 ans. Je pense qu'il ne fera les choses qu'à minima pour faire croire qu'il défend la France et son agriculture. Tout cela n'est qu'un jeu de dupes minable et indigne. De toute façon, l'Union européenne nous a tout imposé, le libre-échange total contre notre gré, la privatisation des services publics comme EDF, les prix de l'électricité qui ont doublé avec le marché européen de l'électricité. La France est à chaque fois en minorité. La seule solution pour nous en sortir est de sortir du machin européen et les Français commencent à le comprendre. La bataille contre les ZFE, zones à faible émission, n'est toujours pas terminée et se poursuit. Entre Assemblée nationale et Sénat, une nouvelle victoire a été remportée avec la commission mixte paritaire. Mais la guerre est loin d'être gagnée. Les explications de Nicolas de Lamberterie. La croisade contre les ZFE se poursuit et vient de franchir une nouvelle étape, celle de la commission paritaire mixte Assemblée-Sénat. En effet, au printemps 2025, un amendement avait été proposé dans le cadre du débat d'une loi dite de simplification de la vie économique et proposait la suppression pure et simple des zones à faible émission. Et à la surprise quasi générale, cet amendement avait été adopté d'une courte avance. Dans les rangs macronistes et écologistes, la stupeur et la colère avaient été assez grandes, tandis qu'à droite, et plus modérément à LFI, on se réjouissait de ce vote. Passé la surprise de l'amendement, on s'attendait à un vote serré pour la validation de la loi dans son ensemble. En dépit des consignes des députés macronistes de faire barrage à la loi, la défection de quelques-uns d'entre eux avait permis à la loi d'être votée. Pour rappel, les ZFE, zones à faible émission, et les vignettes critères ont été mises en place progressivement durant la dernière décennie, avec pour objectif annoncé de bannir progressivement les véhicules les plus anciens et plus polluants des grandes agglomérations, et ainsi d'améliorer la qualité de l'air. Rapidement, cette mesure avait été perçue comme un apartheid entre les urbains riches et les périurbains et ruraux plus modestes. Si l'intention énoncée d'améliorer la qualité de l'air des grands centres urbains n'est pas nécessairement mauvaise, elle ne prend pas en compte de très nombreux paramètres. Par exemple, celui du fait que les véhicules rejettent de nombreuses particules avec leur système de freinage ou avec la dégradation des pneumatiques, ce qui concerne tous les véhicules, y compris la voiture électrique censément écologique. Par ailleurs, le parc automobile tend à se renouveler naturellement, même en l'absence d'une volonté acharnée d'exclure les pauvres du droit de rouler en ville. Mais l'aventure législative du printemps 2025 ne faisait que commencer, et les étapes suivantes se jouent ces jours-ci, en cette fin de mois de janvier 2026. Une nouvelle étape, certes pas la plus redoutée ni la plus difficile, était attendue, celle de la commission paritaire mixte Assemblée-Sénat. Une décision qui réjouit Pierre Meurin, député RN et porte-étendard de la lutte contre les ZFE depuis de nombreuses années. Nous sortons de la commission mixte paritaire sur le texte de simplification de la vie économique. Nous avons réussi à maintenir la suppression des zones à faibles émissions. Nous avons une petite déception sur l'assouplissement du ZAN que nous avions obtenu lors de l'examen en séance, qui n'a pas été retenu par la version finale. Pour autant, la suppression des ZFE est un symbole de liberté et un symbole très puissant de lutte contre l'écologie punitive. Les Français en ont assez finalement des écologistes qui ne pèsent rien électoralement, mais qui ont un poids beaucoup trop puissant, si vous voulez, dans les administrations. Et donc au Rassemblement national, nous luttons contre cette écologie punitive pour défendre les libertés des Français ainsi que leur pouvoir d'achat. Nous ne pouvons pas dire aux Français qu'avec leurs vieilles voitures, ils polluent les riches dans les grandes villes qui ont piqué tous les services. Et c'est une étape de franchie vers cette grande victoire qui devra intervenir la semaine prochaine avec un vote final en séance. Prochaine étape désormais, le vote final de la loi à l'Assemblée et au Sénat fin janvier. Un vote qui sera certainement tendu et serré. Attention toutefois aux réjouissances trop prématurées. Même si la loi est adoptée, plusieurs observateurs ont fait remarquer qu'elle sera très probablement soumise au Conseil constitutionnel. Et ce dernier pourrait fort bien censurer la disposition relative aux ZFE sous prétexte de cavalerie législative.
La cavalerie législative consiste à considérer qu'un amendement introduit dans une loi est dépourvu de lien suffisant avec le projet ou la proposition de loi et peut donc conduire à sa censure par le Conseil constitutionnel. Autre écueil, certaines municipalités écologistes, comme par exemple Strasbourg, sont furieuses de la possibilité de la suppression des ZFE et demandent des outils municipaux pour les conserver. Et il ne faudrait pas non plus oublier à terme l'Union européenne, toujours avide de dispositions dites vertes et restrictives, et qui est susceptible tôt ou tard de pousser à la réintroduction de tels dispositifs. En tout état de cause, la bataille autour des ZFE promet de faire rage, en particulier dans le contexte des élections municipales qui auront lieu fin mars. Les sénateurs choisissent la vie contre toute attente. La Chambre haute a rejeté un article essentiel de la loi sur l'euthanasie. Le point avec Renaud de Bourleuf. Pour 123, contre 144, l'article 4 n'est pas adopté. Un véritable coup de théâtre au Sénat avec cet article 4, c'est la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté qui est tout simplement rejeté par les sénateurs. C'était l'article qui indiquait qui peut être éligible pour la piqûre mortelle. Sans cet article, la proposition de loi qui va être soumise au vote solennel le 28 janvier prochain n'a donc plus aucun sens. La stupeur était telle au Sénat que le président de la Commission des Affaires sociales, le sénateur LR des Deux-Sèvres Philippe Mouillet, a immédiatement demandé une suspension de séance. Je voudrais simplement demander une suspension de séance, si c'était possible. Accordé, Voilà. sans Merci. problème, Monsieur le Président. Combien, Monsieur le Président, combien de temps ? 10 minutes ? Très bien. Mais clairement aujourd'hui, le texte, avec l'article 4 aujourd'hui supprimé, n'a plus de sens. La clé de voûte de ce texte est tombée. Le président de la Commission des Affaires sociales reconnaît ainsi sa défaite, une défaite d'autant plus grande que sa commission avait travaillé à rendre la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale plus acceptable sur le papier. De nombreux amendements restreignaient considérablement les conditions d'éligibilité. De plus, la clause de conscience était étendue à l'ensemble des professionnels de santé et le délit d'entrave était supprimé. Mais sur le fond, le problème restait le même. Le principe d'un suicide assisté légal était maintenu et le pied était toujours dans la porte, rendant possible de nombreux élargissements dans les années à venir. Ainsi, les sénateurs opposés à la piqûre n'ont pas été convaincus, ils ont rejeté l'essentiel du texte. Notons aussi que si les élus ont validé le concept d'assistance médicale à mourir, ils ont apporté un nouveau sens. La vice-présidente du Sénat, l'élu LR de Seine-et-Marne, Anne Chain-Larcher, a fait voter à la place un droit opposable au meilleur soulagement possible face à la douleur. Cela permettra de sécuriser juridiquement les soignants et de favoriser une prise en charge plus active de la douleur. Cet amendement confirme que la dignité, ce n'est pas donner la mort, mais c'est dire clairement que la société ne laissera personne souffrir sans réponse. Le changement n'est pas sémantique, il porte vraiment sur le fond. Le texte qui sera voté le 28 janvier n'a plus aucun rapport avec celui adopté par l'Assemblée nationale le 27 mai dernier. Donc nous devons, en tous les cas, de façon juridique, continuer la procédure. Précisément, quelle sera la suite ? Rappelons que dans la navette parlementaire, le texte validé par l'Assemblée nationale doit être adopté de façon identique par le Sénat pour être adopté définitivement. Ce ne sera pas le cas pour la loi dite fin de vie. Alors, le texte qui devrait être approuvé le 28 janvier devra revenir à l'Assemblée nationale pour un nouveau débat et un nouveau vote. Si les députés refusent la nouvelle mouture du Sénat, l'issue la plus probable est la réunion d'une commission mixte paritaire. 7 députés et 7 sénateurs devront plancher sur un texte de compromis. Sans accord, le texte reviendra dans les deux chambres. Si, à ce moment, aucune solution n'est trouvée, le texte sera définitivement débranché, sauf si le gouvernement décide de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Une hypothèse plausible si la Macronie est vraiment déterminée à légaliser la piqûre mortelle. Mais est-ce si sûr ? Ce jeudi, le porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a fait part de ses doutes. J'ai de gros doutes quant à la question de ce qu'on appelle l'aide à mourir ou l'euthanasie, fonction d'à qui vous posez la question. Je pense qu'on ouvre là, en tout cas qu'on prend le risque d'ouvrir une boîte de Pandore. Évidemment, à l'heure actuelle, nul ne sait qui sera alors à la tête du gouvernement. L'actualité nationale en bref.
Rififi dans les loges, les grands enfants tabliers s'écharpent encore sur leur rapport à l'islam, laïcité sectaire ou tapinage communautaire, leur cœur balance. Au sein du Grand Orient de France, plusieurs francs-maçons dénoncent un entrisme croissant de militants et d'élus de la France insoumise dans certaines loges. Depuis octobre 2023 et la guerre à Gaza, des débats jugés inflammatoires se multiplient lors des tenues. Leur réunion portant sur l'islamophobie, Gaza ou la résistance palestinienne. La controverse s'est cristallisée autour du très médiatique Thomas Guénolé, qui a présenté en novembre une planche sur son expérience dans une flottille pour Gaza, provoquant des tensions et une interruption rare pour le vénérable maître. Une tenue blanche prévue le 13 janvier avec un représentant de l'Union juive française pour la paix, proche de LFI, a même été annulée après protestation interne. La publication d'un ouvrage évoquant l'islamophobie a aussi suscité des critiques menant à une modification de titre. En pleine crise identitaire, les francs-maçons du Grand Orient cherchent la bonne formule, mais semblent plus que jamais condamnés à s'en tenir à lutter sur le terrain sociétal et pourraient connaître leur dernier coup de force avec l'euthanasie. Danger autour du lait pour enfants. Mercredi, Lactalis a rappelé 6 lots de lait infantile de sa marque Pico. Le motif, une possible contamination par une toxine d'origine bactérienne appelée céréulide. Quelques semaines plus tôt, Nestlé avait retiré des produits à cause de la même toxine. Le ministère de l'Agriculture a été interrogé sur le risque de contamination dans d'autres marques de lait infantile. L'électrique n'assure pas un succès automatique. Renault va dissoudre sa filiale Ampère, créée fin 2023 et dédiée aux véhicules électriques et aux logiciels, avec 12 000 salariés issus des équipes d'ingénieurs et des usines de Douai, Maubeuge, Ruitz et Cléon. La holding sera supprimée en juillet 2026 et les activités seront directement rattachées au groupe Renault. Seules subsisteront 2 entités sous le nom Ampère, Ampère Énergie pour l'ingénierie électrique et batterie, ainsi qu'Ampère Software pour les logiciels. Présentée au syndicat comme neutre sur le plan social, cette opération vise à simplifier l'organisation, à la rendre plus efficace, à rendre les usines plus performantes. Le projet d'IPO Ampère, voulu par l'ex-PDG Lucas Demeo pour attirer des fonds, a été abandonné faute de conditions de marché favorables. Des lourdeurs administratives internes avaient affecté les relations entre Ampère et le groupe et justifieraient ce retour à une structure unifiée. La Société Générale réduit ses effectifs. Jeudi, le groupe bancaire a annoncé son intention de supprimer 1800 postes en France sur un total d'environ 40 000. L'enjeu est d'éviter les licenciements en privilégiant le non-remplacement des départs à la retraite et la mobilité interne. La réorganisation touchera à la fois le siège de la Défense dans les Hauts-de-Seine et les activités de la banque en région. Mais le groupe a annoncé que le réseau des agences ne sera pas affecté. Roger Nimier à l'honneur. Le dernier numéro de la revue Livre Arbitre fait la part belle à cet écrivain des Hussards et propose également un entretien avec le journaliste et écrivain Jean-Paul Kaufmann, un article sur le mouvement surréaliste ainsi que le diable en littérature. Pour la sortie de ce numéro 52 disponible en ligne, la revue propose aux lecteurs de retrouver des auteurs pour une soirée dédicace vendredi dès 20h au Café Régalia, 1 rue de la Convention dans le 15e arrondissement de Paris. L'actualité internationale en bref. Plus qu'un seul point à régler à Davos. L'émissaire américain Steve Witkoff a déclaré que les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine avaient, je cite, beaucoup progressé. Sans préciser la nature de l'ultime point, probablement lié au Donbass ou aux garanties de sécurité, Witkoff a affirmé que plusieurs versions avaient été discutées et qu'ils pouvaient être résolus si les parties le souhaitaient. Il doit se rendre à Moscou jeudi avec Jared Kushner, gendre de Donald Trump, pour rencontrer Vladimir Poutine à la demande russe. Parallèlement, une rencontre Trump-Zelensky est prévue au Forum économique mondial. Une occasion avait été manquée fin décembre, la Russie ayant accusé l'Ukraine d'avoir mené une attaque de drone contre la résidence de Vladimir Poutine à Novgorod et les Occidentaux ayant déclaré vouloir déployer des troupes en Ukraine après le cessez-le-feu, un plan inacceptable pour Moscou. Chaos en Amérique centrale. Le président guatémaltèque Bernardo Arévalo a décrété dimanche l'état de siège sur l'ensemble du territoire national pour une durée de 30 jours. Cette mesure exceptionnelle fait suite à une vague de violences coordonnée par les gangs Barrio 18 et Mara Salvatrucha. Le 17 janvier, des mutineries simultanées ont éclaté dans 3 prisons où des détenus ont pris en otage 46 gardiens pour exiger le transfert de leur chef vers des établissements moins stricts. Les autorités ont repris le contrôle des sites et libéré les otages sans victimes supplémentaires.
supplémentaires. En représailles, des attaques ont visé des policiers, causant la mort de 9 agents. Le décret suspend temporairement certaines garanties constitutionnelles, comme les droits de réunion, et autorise des arrestations sans mandat. 8 millions d'enfants privés d'école au Soudan en raison de la guerre civile qui ravage le pays depuis avril 2023, soit près de la moitié des 17 millions d'enfants en âge scolaire. Selon Save the Children, ces enfants ont passé environ 484 jours sans cours, l'une des plus grandes interruptions scolaires au monde, surpassant même les fermetures liées au Covid-19 aux Philippines. De nombreuses écoles sont détruites, endommagées ou transformées en abris pour les quelques 7 millions de déplacés internes. Dans certaines régions comme le Darfour Nord, seuls 3% des établissements fonctionnent encore, tandis que les enseignants privés de salaire désertent massivement leur poste. L'ONG alerte sur le risque de condamner une génération entière à un avenir marqué par la violence et le manque d'opportunités. Bientôt fini les pièces d'1 centime dans les portefeuilles des Américains. Fin 2025, les États-Unis ont frappé leur dernier penny, pièce d'1 centime. La décision a été prise à cause du coût de production. Les pièces déjà fabriquées peuvent toujours être utilisées et les commerçants peuvent continuer à afficher un prix au centime près. La suppression de la pièce d'1 centime a déjà été effectuée par la Finlande en 2002, puis par le Canada, l'Irlande, les Pays-Bas et la Belgique. Ce soir, immédiat, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.